Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'action, une action qui m'a été demandée en commentaire. Et cette action, c'est Interparfums. Interparfums, c'est une action éligible au PEA, donc avantageuse à ce niveau-là. Mais on va essayer de voir tout simplement d'abord si c'est une entreprise de qualité, en regardant à la fois les chiffres de la société et faire une analyse fondamentale de celle-ci en regardant le management, l'allocation de capital et son avantage concurrentiel. Et ensuite, on verra évidemment la valorisation. Est-ce que à l'heure actuelle, Interparfums est à un prix intéressant pour réaliser une bonne performance sur le long terme? On commence sans plus tarder avec le business model d'Interparfums pour essayer de comprendre comment Interparfums gagne de l'argent. C'est évidemment essentiel d'essayer de comprendre à chaque fois comment une société gagne de l'argent et on voit souvent qu'il y a certains critères positifs ou négatifs qui vont revenir dans le business model et qui vont nous permettre de déterminer si c'est un business model qui va être plutôt qualitatif ou pas trop. Dans le cas d'Interparfums, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société va agir dans l'écosystème donc de la vente de parfums, qui sont des produits plutôt de luxe, mais un luxe, on va le voir, qui est plutôt accessible. On va pas être sur des produits d'ultra luxe du style des sacs Hermès par exemple. Là, on va être sur du luxe abordable. Mais c'est intéressant parce que le business model d'Interparfums est assez unique en soi et je vais vous montrer ça tout de suite. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Interparfums, c'est pas vraiment une marque à proprement parler. En réalité, il n'y a aucun parfum qui porte la marque Interparfums. Ça n'est pas une marque de vente. Interparfums, c'est une entreprise qui va commercialiser des parfums d'autres marques, de maisons de mode en fait. Typiquement, voilà comment Interparfums s'intègre dans cet écosystème de la parfumerie. C'est que Interparfums va agir comme une forme d'intermédiaire. Si vous voulez, tout en haut, on va avoir les maisons de mode. Ces maisons de mode, elles vont vendre une licence d'exploitation à Interparfums qui va lui donner le droit d'exploiter la marque de la maison de mode. Donc par exemple, si on prend la marque Montblanc, qui est une des principales marques que va pouvoir exploiter Interparfums, eh bien Interparfums a payé et paye continuellement des royalties pour pouvoir exploiter la marque Montblanc. Le rôle d'Interparfums dans tout ça, ça va être donc de développer les parfums, de gérer la production, même si ce n'est pas directement Interparfums qui possède les usines, puisqu'elle va externaliser la production, mais elle va quand même gérer la production. Et ensuite, il faut que Interparfums vende ses produits aux distributeurs. Et les distributeurs, c'est donc le dernier acteur qui souvent, bon voilà, j'ai pris un exemple, j'ai pris Sephora, et le rôle du distributeur, ça va tout simplement être d'assurer la distribution et la vente en boutique et en ligne également, des parfums directement auprès du client final. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est deux choses. La première, Interparfums ne possède en réalité aucune marque de parfum, elle va obtenir des licences à durée déterminée, qu'elle va devoir renouveler avec les marques et les maisons de mode. Et deuxième chose, aucun client ne paye directement Interparfums. En réalité, quand un client achète un parfum en boutique, il va payer Sephora et Sephora va acheter ses parfums auprès d'Interparfums. Donc c'est vraiment une forme d'intermédiaire qui va surtout agir en partenariat avec les maisons de mode, puisque les maisons de mode n'ont pas trop envie de s'embêter à gérer ce genre de produits et donc vont les déléguer. C'est tout simplement une délégation auprès d'Interparfums qui, elle, a su développer une certaine expertise au fil des années. Par conséquent, c'est assez important de comprendre quelles sont les marques que possède Interparfums. Et ces marques, on va avoir trois principales marques, qui est Jimmy Choo, Montblanc et Coach. Si vous ne les connaissez pas trop, alors Montblanc c'est assez connu en Europe, mais Jimmy Choo et Coach, ce sont deux marques surtout très présentes aux États-Unis. Et ça se voit dans la diversification géographique des produits qui est très très importante aux États-Unis. Et donc voilà, on ne les connaît pas trop en France, mais c'est le cas. Le reste, les un quart restants, ça va être des marques comme Lanvin, comme Rochas, comme Karl Lagerfeld et d'autres marques encore, comme Van Cleef et Boucheron et Moncler récemment qui a rejoint le portefeuille de marques de Interparfums. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'on n'est pas sur des marques extrêmement fortes. En fait, on va pas être sur des marques de style Chanel, Yves Saint Laurent, sur du Versace ou sur du Guerlain. C'est des marques un peu plus niches qui tout simplement n'ont pas forcément la force de frappe pour gérer leur vente eux-mêmes et donc ils vont déléguer ça à une société comme Interparfums. Et voici donc la répartition géographique du chiffre d'affaires de Interparfums. On a donc 41% en Amérique du Nord, c'est assez important.
principalement drivé par Jimmy Choo et Coach. Ensuite, Europe de l'Ouest, c'est quand même 16%, ça reste important, sachant qu'il y a la France qui est séparée, qui est à peu près à 5%. Et on a aussi une part un petit peu importante en Asie, à 15%, même si on l'a vu, dans le milieu de la mode, il y a des entreprises qui vont atteindre des pourcentages beaucoup plus importants en Asie, près des 40-50%. Hein. Donc là, c'est pas une très grosse exposition à l'Asie. Ce qui est intéressant avec Interparfums, c'est qu'on a vraiment une diversification géographique très importante. On est présent sur tous les continents, de manière assez équilibré, même s'il y a quand même une surpondération US qui est assez importante, mais à part ça, il y a quand même une présence qui est sur tous les continents, donc c'est assez sympa en termes de diversification, et c'est ce qui fait que Interparfums galère un peu moins en ce moment que par exemple LVMH et Moncler, par exemple, qui galèrent un petit peu plus en ce moment parce que il y a baisse de consommation en Europe et en Chine, donc c'est un peu plus compliqué. Maintenant, si je cumule tout ça dans ma checklist pour évaluer un business model, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les produits vendus, ce sont donc des parfums de maison de mode, donc des biens plutôt différenciés qui vont pouvoir avoir une forte marge. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Les clients, alors les clients directs, ça va être du B2B, puisque ce sont les distributeurs, typiquement Sephora. Les clients finaux, évidemment, ce sont la clientèle qui va pas forcément être hyper aisée, parce que le positionnement prix, c'est du luxe, mais c'est pas du luxe hyper cher. On est sur du luxe accessible, à 80-150 € en gros le parfum, donc c'est quelque chose qu'on peut offrir par exemple à Noël ou à un anniversaire. On n'est pas sur quelque chose qui est inachetable du style du Hermès. Là, c'est clairement assez abordable quand même. Ensuite, les biens de consommation, ça reste des biens de consommation plutôt discrétionnaires, donc non essentiels, hein, ça reste de la parfumerie, mais les parfums, c'est un bien à part. Le parfum, c'est un bien qui est assez particulier. Chacun a son propre parfum, on a une habitude avec son parfum, et donc il y a une forme de récurrence dans l'achat de parfum, et aussi il y a une forme d'attachement à son parfum. Donc c'est pas un bien quelconque, ça reste un bien assez particulier, et ça c'est plutôt positif. Les clients directs de Interparfums, c'est donc les distributeurs, et ils vont être assez concentrés. Principalement, il va y avoir Sephora, qui va être un client très important. On va aussi retrouver Nocibé. Bref, il y a assez peu d'acteurs, et comme il y a peu d'acteurs et que c'est en plus des distributeurs, ils ont en fait la culture de la négociation, et ça va être des acteurs qui vont avoir tendance à négocier les prix directement auprès de leurs fournisseurs, donc auprès d'Interparfums, et ça va tirer les marges vers le bas, donc c'est pas forcément positif d'avoir une base de clients aussi concentrée. Et dernière chose, au niveau du mode de facturation, c'est un point que je trouve assez important souvent. On est sur de la vente wholesale, donc la vente en gros, et c'est des ventes qui vont être assez ponctuelles, puisque si Sephora n'écoule pas ses stocks, ils ne vont pas en racheter. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de totalement récurrent, même si le parfum est quelque chose qui est souvent racheté régulièrement, ça reste un produit qui va être non récurrent, et donc ça c'est pas très positif. Au global, ça nous donne une note de 6 sur 10 sur le business model, ce qui n'est pas énorme, mais ça reste correct. Alors, maintenant qu'on a bien compris le business model d'Interparfums, on va pouvoir passer à l'analyse quantitative, c'est-à-dire en termes de rentabilité d'une part, et aussi en termes de croissance. Commençons par la rentabilité. Au niveau des marges, on va avoir une marge brute à 65%, donc qui est très bonne. Ensuite, en termes de marge free cash flow, on est actuellement à 12%, contre une moyenne 10 ans à 7%, donc il y a eu, on est sur une meilleure marge free cash flow que la moyenne. On va voir que cette marge free cash flow, elle est très variable, et ça c'est pas un point positif. Et donc là les 12%, il y a assez peu de chances que ça dure. En fait on va plutôt être souvent autour de 10%, ce qui est pas énorme, hein. Pour une marge free cash flow on préférait avoir 15%, voire le double, 20%. Par contre, en termes de marge opérationnelle, on est actuellement à 21%, donc ça c'est pas mal, on est au-dessus de 20%, c'est correct. Et la moyenne 10 ans, elle est à 16%, et là pour le coup c'est beaucoup plus linéaire, je vous l'ai mis à gauche, on a bien une augmentation continue de la marge opérationnelle, donc ça c'est très positif. Si on regarde du côté du ROCE, un indicateur très important également, là c'est très bien aussi, puisqu'on a un ROCE de 23%, ce qui est plutôt correct, mais surtout on a un ROCE en forte augmentation. Si on regarde, voilà, là c'est depuis 2019, même peut-être avant, depuis 2015 à peu près, eh bien on a clairement une forte augmentation. On a un x2 sur le ROCE, ce qui montre que l'allocation de capital de Interparfums elle est bonne, et que c'est un business qui va plutôt être rentable sur le long terme, donc ça c'est très positif. On passe du coup à la croissance, et là je vous ai mis le chiffre d'affaires, l'operating profit et le free cash flow. On va commencer par le free cash flow parce que je vais vous montrer que la linéarité est vraiment mauvaise. Vous avez ici la croissance du free cash flow sur les 20 dernières années. La moyenne de cette croissance entre 2004 et 2024, c'est 11% par an. Donc c'est
plutôt correcte, 11% par an, c'est une croissance qui est pas trop mal, mais elle est clairement très peu linéaire et l'année 2024 semble avoir été une très bonne année. On voit qu'il y a difficilement une tendance, même si sur le long terme il y a quand même une augmentation. En fait, il y a souvent des baisses et des baisses qui peuvent être assez importantes. Donc à ce niveau-là, c'est pas très positif. Dans ce cas-là, c'est pas très grave en soi. On va surtout passer sur l'operating profit pour essayer d'avoir plus de linéarité. Et au niveau de l'operating profit, bon bah là c'est beaucoup mieux parce qu'on a une croissance moyenne de 19% par an sur les 20 dernières années. Donc c'est assez important. Et la linéarité, elle est vachement meilleure puisque on a globalement eu deux période un peu difficile, en 2012 où il y avait eu une crise du luxe un petit peu sectorielle et en 2020 avec le Covid. Sinon, c'est beaucoup plus linéaire, donc là, on préférera beaucoup plus. Et on va finir avec le chiffre d'affaires. Normalement, je fais dans l'ordre inverse, mais pourquoi pas changer, ça peut être pas mal. Le chiffre d'affaires, on est sur une croissance de 11% par an entre 2004 et 2024 toujours. Et là, c'est très positif puisque ça montre que les marges se sont effectivement améliorées. Elles ont eu une performance bien meilleure que la croissance du chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est très positif. Et 11% de croissance du chiffre d'affaires, au passage, ça reste très bien. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt validé. Ce qu'on peut dire au global sur cette analyse quantitative pour Interparfums, c'est que la rentabilité, elle est bonne et elle est surtout en amélioration. Donc c'est très cool. Au niveau croissance, on a une bonne croissance du chiffre d'affaires, 11% c'est bien, et une très bonne croissance de l'operating profit. Honnêtement, 19%, c'est vraiment très bon, ça va permettre d'avoir une super performance en bourse. Par contre, les cash flows, ils vont être très variables. C'est aussi lié, il faut le comprendre, au business model de Interparfums, qui fait que comme c'est un intermédiaire qui va agir en tant que grossiste, ils vont avoir des ventes qui vont être très ponctuelles. En gros, ils vont vendre tout d'un coup et ensuite, ils vont plus trop vendre. Donc, mécaniquement, vous allez vous retrouver avec des variations du free cash flow qui vont être assez importantes. Donc, c'est pas hyper dramatique dans le cas de Interparfums. Cependant, quand même, la marge free cash flow sur les 10 dernières années, ça reste 7% en moyenne. Et là, c'est un peu faible, donc c'est assez dommage à ce niveau-là. Néanmoins, ça reste une plutôt très bonne note, 8 sur 10, et donc on va passer à la suite, c'est-à-dire à l'analyse fondamentale, où on va regarder toujours les trois mêmes choses, le management, son allocation de capital et l'avantage concurrentiel, ce qu'on appelle le moat. On commence par le management. Ce qui est intéressant, c'est que le management, il est très très bon. Pour Interparfums, il va cocher beaucoup de bonnes cases. D'abord, il faut s'intéresser aux fondateurs d'Interparfums, qui sont Jean Madar, qui est un Américain, et Philippe Benassin, qui est lui un Français. Ils se sont associés pour fonder Interparfums en 1982, et aujourd'hui, Benassin est toujours CEO de la boîte, donc ça c'est super parce que on va voir qu'il est très impliqué, et Madar, il est toujours au board, donc il n'a plus une place très importante, mais il reste au board, donc il reste un petit peu influent à ce niveau-là. Et ce qui est super intéressant surtout, c'est qu'ils détiennent chacun encore 16% de la boîte. 16% de la note, c'est assez énorme. À eux deux, ça fait 32%, et donc ils vont avoir beaucoup d'influence sur les décisions qui vont être prises. Moi, c'est le type de management qui va beaucoup me plaire parce qu'il y a à la fois du skin in the game qui est très important. Ça représente pour le CEO 850 millions d'euros. Donc clairement, on est sur 95% de sa fortune. Donc là, il a intérêt à pas faire de la merde avec. Et c'est des CEO qui sont fondateurs. Donc ça, c'est super parce qu'ils vont avoir une attache en plus affective. Ça va être un petit peu leur petit bijou, leur petit bébé qui vont vouloir vraiment faire en sorte qu'ils réussissent. Et ils n'ont pas envie de voir la boîte couler après tout ce qu'ils ont construit. Là, il y a vraiment une implication à la fois financière et à la fois affective qui va faire que les intérêts du management vont être clairement alignés avec ceux des actionnaires. Donc pour moi, c'est une très bonne note pour le management à ce niveau-là. Néanmoins, avoir un bon management, ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir une bonne allocation de capital. Les deux ne sont pas forcément liés, même si souvent un bon management va faire une bonne allocation de capital. On va quand même vérifier ça. Et vous allez voir que l'allocation de capital de Interparfums, elle n'est pas très compliquée, honnêtement. C'est du 95-5%. En gros, 95% en dividendes et 5% en capex. Alors là, c'est assez impressionnant. Honnêtement, on est sur une entreprise qui a de très faibles besoins en capitaux. Ce qui est plutôt positif, puisque c'est-à-dire que l'entreprise arrive à générer de l'argent avec, entre guillemets, rien. Et c'est assez typique, en fait, des marques de mode, puisque les marques de mode vont exploiter justement une marque, et une marque, c'est pas vraiment physique, ça ne se touche pas, par contre, ça a de la valeur. Bon, les 5% de capex de Interparfums, c'est vraiment marginal. On est descendu à certaines années entre 1 et 2%. Donc clairement, on est sur une intensité capitalistique, comme on pourrait le dire assez techniquement, qui est très très faible. Il n'y a aucune acquisition qui est faite. Voilà, donc ça, c'est pas du tout la politique de la maison.
et il n'y a pas de rachat d'actions non plus qui sont faits. Par contre, il y a un gros dividende qui est versé, puisque ça représente 74% de l'operating cash flow et 78% du free cash flow. Donc en gros, on va reverser une grosse partie, très grosse partie du cash généré en dividende, ce qui n'est pas forcément dérangeant sur PEA, puisque les dividendes ne vont pas être fiscalisés. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le management ne fait rien avec, ne prend aucune décision, parce que en fait, l'essentiel de la croissance d'Interparfums, il vient des nouveaux partenariats qui vont être signés, et ça, le management y travaille. En gros, je vous ai mis ici les nouveaux partenariats qui ont été signés sur les dernières années. Et donc, il y a notamment un partenariat avec Longchamp, donc une marque quand même assez prestigieuse, c'est intéressant. Un nouveau partenariat avec Goutal. Il y a aussi eu le renouvellement de Coach. Il y a la marque Off-White qui a accepté de travailler avec Interparfums. On a aussi Van Cleef qui a renouvelé sa marque. Et puis aussi, on a Moncler depuis 2020. Moncler qui est une très très grosse marque. Donc ça pourrait être un relais de croissance assez important. Donc on voit bien que le management ne fait pas non plus rien, il fait quelque chose, même si ça ne lui coûte pas d'argent, eh bien il essaye quand même de développer des relais de croissance et ça c'est plutôt positif. Enfin, on finit avec l'avantage concurrentiel, le moat de Interparfums. Est-ce que la société a un moat? Eh bien, on va regarder pour savoir ça deux choses. D'abord, la position sur le marché. Alors, c'est un marché qui est assez concurrentiel, le marché de la parfumerie. Il y a énormément de marques de parfums. Et donc, quand on les regroupe toutes celles de Interparfums, eh bien, on tombe sur 2 à 3% de part de marché. C'est clairement pas énorme, d'autant plus que c'est pas des marques qui vont pouvoir rivaliser, comme je l'ai dit, avec du Chanel, avec du Yves Saint Laurent. Donc c'est pas là-dessus qu'on va voir un moat. Par contre, deuxième chose qui est plus intéressante, ce sont tout simplement les marges et le ROCE de Interparfums. On est sur du 21% et du 23%. Donc là, clairement, on est sur des marges qui sont assez élevées et qui vont témoigner de la présence d'un moat. Maintenant, ce moat, c'est lequel? Eh bien, ça va être pour moi deux choses. D'abord, un moat par des intangible assets, donc actifs intangibles, principalement un effet de marque. Et deuxième chose, les switching costs, des coûts de changement. On va commencer par les actifs intangibles. En gros, Interparfums possède donc des licences d'exploitation exclusives, c'est la seule marque qui peut les exploiter et je pense que même la marque qui donne sa licence d'exploitation, elle peut pas vraiment, pendant la période en tout cas évidemment, dire moi je vais développer mon parfum moi-même. En fait, elle est bloquée avec Interparfums. Les contrats, ils vont être sur du 10-15 ans, donc c'est vraiment long terme et on voit que les marques renouvellent. On l'a vu avec Coach, on l'a vu avec Van Cleef, les marques vont chercher à renouveler. Pourquoi elles vont chercher à renouveler? Parce que sûrement que ça se passe bien avec Interparfums. Interparfums réalise de bonnes ventes et une bonne croissance. C'est ce qu'on a pu voir, d'ailleurs la croissance est plutôt bonne. Et ça s'explique parce que Interparfums, ils font ça depuis maintenant quasiment 40 ans. Donc ils vont développer une certaine expertise dans à la fois la création de la parfumerie. Et puis deuxième chose, il y a le marketing. En fait, c'est Interparfums qui va s'assurer du marketing des produits. Et ça, il y a aussi une certaine expertise à avoir. Et comme les maisons de mode qui vont travailler avec Interparfums ne sont pas forcément des grosses maisons de mode, eh bien, elles ne vont pas nécessairement avoir les moyens de réaliser ces choses-là. Donc mécaniquement, elles vont plutôt se tourner vers un acteur qui, elle, va avoir une certaine expertise et les moyens nécessaires comme Interparfums. Par contre, évidemment, le revers de la médaille, c'est que le mot d'Interparfums, eh bien, il réside uniquement dans le fait que leurs marques vont renouveler. Et ça, c'est pas sûr, hein. On l'a vu que Coach l'a fait, mais si Montblanc ne renouvelle pas et décidait de développer elle-même son produit, là il y aurait une sacrée perte de chiffre d'affaires. Donc ça c'est un risque un peu important. Mais pour contrecarrer ce deuxième risque, eh bien on a le deuxième moat qui sont les switching costs. Pour faire simple, lorsque une maison de mode fait appel à Interparfums, eh bien c'est assez avantageux pour elles puisque en gros elles n'ont à s'occuper d'absolument rien et elles vont quand même percevoir des royalties. Et la deuxième chose, c'est que les royalties versées, ils vont dépendre de la performance du travail de Interparfums. C'est-à-dire que plus les ventes sont importantes, plus les marques vont générer de royalties. Et donc ça, c'est intéressant de poil, puisque si tout se passe bien, si Interparfums fait bien son travail, elle va gagner de l'argent, et en plus, les marques dernières vont gagner de l'argent. Donc, en gros, tout le monde est content, et elles ne vont pas nécessairement avoir besoin de chercher une alternative, que ce soit développer ses propres parfums ou faire appel à un concurrent. Même s'il n'y a pas vraiment de concurrent qui va exactement faire la même chose qu'Interparfums, ils vont être assez seuls sur ce milieu. C'est pas non plus un monopole, parce que en fait tout le monde est capable de faire un parfum en réalité, mais le service que rend Interparfums est quand même assez avantageux, et en plus il est assez fonctionnel, puisque toutes les marques d'Interparfums fonctionnent plutôt bien.
Voilà donc les notes que j'ai mis pour ces 3 points sur le management. J'ai mis une super note parce que clairement on a un excellent management. Moi j'aime beaucoup ce genre de management. L'allocation de capital, elle est très simpliste, il n'y a pas grand chose à allouer puisque tout est reversé en dividende en gros, donc j'ai mis que c'était ok, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Et l'avantage concurrentiel, il est plutôt bon en réalité. On n'est pas sur un avantage concurrentiel du style Nvidia ou ASML évidemment, mais on est quand même sur un avantage concurrentiel qui peut être assez solide et qui, tant que Interparfums fait bien son taf, normalement elle va pouvoir garder ses clients, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10, qui est plutôt une bonne note pour Interparfums en termes de notes fondamentales. Donc si on fait un petit récap de mi-parcours, on a donc le business model où j'ai mis une note de 6 sur 10, avec un business model correct mais quand même quelques lacunes. L'analyse quantitative a révélé que la croissance et la rentabilité d'Interparfums sont plutôt bonnes. Et enfin, on a un business model qui va être assez résilient et avec un bon management et un bon avantage concurrentiel, et ça c'est assez positif. Mais on va quand même finir sur la valorisation pour essayer de comprendre si le niveau de valorisation d'Interparfums est intéressant. Donc pour la valorisation, j'ai pris 3 indicateurs qui sont toujours les mêmes. J'ai pris le free cash flow, l'operating profit, donc les bits, et le bénéfice brut. Ce qu'on voit directement, c'est qu'on est en dessous des valorisations historiques. Pour le free cash flow, on est à 25 contre 41, donc clairement en dessous, mais on l'a vu en fait, les marges free cash flow ont tendance à être très variables, donc on va pas trop regarder le free cash flow. Pour l'operating profit, par contre, on est à 14,4 contre 18,7, donc là on est vraiment en dessous d'à peu près 20-25%, donc c'est plutôt cool. Et pour le bénéfice brut, on est à 4,6 contre 5,6, donc on est aussi en dessous. Donc ça, c'est plutôt positif, on est en dessous des valorisations historiques, mais on va quand même faire un DCF assez conservateur sur 10 ans. Et donc pour ce DCF assez conservateur, j'ai pris le free cash flow de l'année 2025. Alors là, en vrai, j'étais un peu gentil puisque la marge free cash flow de 2025 est assez élevée et peut-être anormalement élevée, mais j'ai quand même gardé ce montant-là parce que c'est compliqué d'évaluer en fait la marge free cash flow réelle de la boîte, et comme on ne peut pas vraiment utiliser l'operating profit, eh bien j'ai laissé le free cash flow actuel. Ça boostera un petit peu la valorisation, mais c'est pas gênant. L'hypothèse que j'ai prise, actuellement on est donc à un niveau de valorisation de 25, mais je me suis dit que sur 10 ans, ça pourrait très bien descendre à 20 au vu de la qualité du business model. 20 de ratio de valorisation me paraîtrait cohérent. Ce qui voudrait dire encore une baisse de 25%, mais pour moi ça reste cohérent. Et en termes de croissance du free cash flow, j'ai mis 8%. En vrai, 8%, c'est pas hyper conservateur, même si la croissance sur les 20 dernières années a été de 11% et que pour l'operating profit, ça a été de 19%. En réalité, pour moi, c'est pas hyper conservateur au vu de la variabilité et de la linéarité qui n'est pas forcément excellente sur Interparfums. Et on voit qu'on tombe sur un prix juste de 25,30 € contre un prix actuel à 32 €. Donc là, on est clairement sur une surévaluation, pour moi en tout cas, selon ces critères-là. Imaginons qu'on prenne des critères un peu plus avantageux. Donc si on met 22 en termes de ratio final, et si on met peut-être du 9%, déjà on va tomber à 29, et si on met du 10%, on va tomber à 31. Donc ça veut dire que c'est quand même assez compliqué d'atteindre les 32, il faut mettre des hypothèses qui sont plus très conservatrices pour le coup. Et ça me dérange un peu. Pour moi, actuellement, autant être honnête, je trouve qu'Interparfums est encore surévalué. Et le prix juste que je verrais pour Interparfums, ce serait plus autour des 25 €, soit 22% en dessous du prix actuel. Donc il faudrait une baisse d'à peu près 20%, et on serait sur un niveau de valorisation qui serait déjà plus intéressant selon moi. Aujourd'hui, l'action n'est pas non plus inintéressante, elle est sur un niveau de valorisation qui n'est pas hyper élevé, mais qui pourrait être plus bas. Et voilà, on n'est pas sur une opportunité incroyable. C'est possible que l'action surperforme le S&P 500 sur les prochaines années, si elle réalise une bonne performance comme elle a pu réaliser une bonne performance sur les dernières années, mais rien n'est sûr à ce niveau-là. En conclusion, on a donc pour Interparfums une boîte qui va avoir un business model correct, une analyse fondamentale plutôt correcte, avec des bons points comme un super management, et ça c'est super important selon moi, le management, et bien une bonne rentabilité avec une bonne croissance sur les dernières années. Maintenant, la valorisation à 32 € me paraît un petit peu survalorisée. Pour moi, tant qu'on ne descend pas en dessous des 30, honnêtement, ça vaut pas énormément le coup de regarder le titre. À partir de 25, moi je m'y intéresserai. Je sais que je peux être assez exigeant là-dessus. Au vu des chiffres de la société, j'achèterai pas l'action à plus de 30. Ce serait vraiment pour moi surpayé. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste une boîte de qualité avec des bonnes croissances et une bonne rentabilité. Donc elle fait partie de ma watchlist clairement. J'attends de voir si le prix évolue plutôt
à la baisse ou à la hausse. Il faudra aussi regarder le résultat trimestriel, enfin semestriel, qui va tomber d'ici quelques semaines. Donc là, ça verra le coup de voir l'évolution pour voir si on continue sur une bonne tendance au niveau de la croissance. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.